Bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui explore le minimalisme en famille. Je suis Hélène, minimaliste en famille depuis plusieurs années et spécialiste du tri et du désencombrement. Ici, je partage avec vous des astuces, des conseils et des réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins. Ce podcast est un bon point de départ pour initier le changement et pour aller encore plus loin, vous trouverez en description des ressources gratuites à télécharger, idéales pour vous lancer. Enfin, si vous cherchez un accompagnement complet, je vous propose ici un programme en ligne, à distance et en groupe pour vous aider à trier et à désencombrer votre maison une bonne fois pour toutes. Le prochain programme commencera fin janvier et les détails sont en description. Aujourd'hui, je reçois une invitée, Sandra, sophrologue, sophroanalyste et hôte du podcast Mission Anxiété Zéro. Avec elle, nous parlons minimalisme, anxiété et TDAH. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Sandra. Salut Hélène. Merci de venir sur le podcast, ça me fait plaisir de t'avoir. Mais avec joie, merci pour l'invitation, je suis très heureuse d'être là. Merci, et puis c'est toujours bien d'avoir une collègue de podcast, j'en ai pas souvent, donc c'est un plaisir de te voir avec ton micro, tes écouteurs hyper bien équipés. Oui, ça me fait super plaisir d'être là, je suis trop contente. Alors, comme pour tous les invités, je vais te présenter brièvement et puis de toute façon on aura l'opportunité d'en apprendre un petit peu plus sur toi pendant l'épisode. Donc je vais te présenter puis tu me diras si j'ai dit des bêtises, est-ce que ça te convient ? C'est tout bon. Alors, c'est parti. Donc, tu t'appelles Sandra Kilian Satsoulak, tu habites en France, tu es sophrologue et sophroanalyste diplômée et t'accompagnes des particuliers, mais aussi des gens en entreprise sur des problématiques assez variées, comme le bien-être mental ou encore la créativité et bien plus encore. Et tu es aussi la créatrice, la productrice, l'hôte, la femme à tout faire derrière le podcast Mission Anxiété Zéro. Et c'est d'ailleurs suite à cette découverte que je t'ai invitée. J'ai écouté ton épisode sur le désencombrement. On me l'a recommandé. Une amie à toi m'a contactée en DM sur Insta en me disant Hélène, il faut absolument que tu écoutes cet épisode. Je pense que ça va te plaire. Et ben, elle avait raison. Ça m'a beaucoup plu. Et dans cet épisode, j'ai beaucoup aimé parce que tu avais une approche un petit peu différente. Tu as fait le lien entre minimalisme, désencombrement et réduction de l'anxiété de manière générale. Bien sûr, je mettrai le lien de cet épisode en description. Et c'est pour ça que j'ai voulu, c'est un épisode que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais avec une spécialiste, parce que je me sens pas légitime de parler de ça. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Et tu es donc venue parler anxiété et autres. Est-ce que ça te va, ce que j'ai dit des bêtises ? Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom surtout ? Oui, non, t'as pas dit de bêtises, tout y était. Ok, très bien. Alors, je vais commencer par la question que je pose à toutes les invitées, sans exception aucune. Pour toi, c'est quoi le minimalisme et est-ce que tu te définis comme minimaliste ? C'est une très bonne question ça. Parce que le minimalisme, il y a beaucoup de définitions en réalité. Et je me considère pas nécessairement comme quelqu'un de minimaliste pur. Mais je l'applique... Je l'applique en fonction de ce qui m'aide à vivre. Ma définition, pour moi, être minimaliste, ou plutôt essentialiste, je sais pas, en fait, c'est de vivre avec le nécessaire fonctionnel et émotionnel qui va nous permettre de trouver un équilibre et de renforcer notre sécurité intérieure et notre autonomie. Pour moi, ça va être quelque chose de cet ordre-là, le minimalisme. Non, on n'est pas que sur le matériel. On n'est pas que sur le matériel. On est aussi dans l'ordre des relations et pas seulement dans l'ordre de ce qui est dans l'ordre de la fonctionnalité, mais aussi de ce qui est de ce qui va avoir un impact émotionnel. Alors, je pense que je suis pas minimaliste pure parce que clairement, il y a des choses que je vais avoir en plusieurs exemplaires par facilité. Mais ça va dépendre. Je fais attention à ne pas laisser entrer plus d'objets que nécessaire chez moi, ou si j'en fais entrer un, d'en faire sortir au moins un autre pour garder cet équilibre. Je saurais pas me comparer. Par contre, j'ai pas trop d'idées. De toute façon, chacun a sa propre définition et sa propre se comparer, c'est pas forcément la bonne idée. Je sais, quand je fais mon programme d'accompagnement, on me demande d'envoyer des photos de chez moi et de mes placards. Et j'hésite toujours à le faire. Pourquoi ? Je l'ai pas fait la dernière fois, mais parce que moi je suis sur du minimalisme et j'ai peur que les gens comparent 5-6 ans de pratique alors qu'eux ils sont dans du désencombrement. Ils vont dire waouh,
Donc en fait, moi j'en ai beaucoup trop. T'es là, non mais moi c'est ce qui me convient moi, voilà. Ou d'autres gens qui vont dire, ah bah dis donc, elle en a quand même beaucoup. Je dis, bah oui, mais on est une famille de 5, donc forcément j'ai un peu plus d'assiettes que toi, ou t'es en couple, tu vois, ou t'es toute seule. Donc je trouve que la comparaison en fonction, je sais pas forcément où les gens en sont toujours de leur, où ils en sont, et si c'est pour leur filer des complexes ou autre chose, je trouve que ça n'a pas d'intérêt en fait. Montrer moi mes placards, c'est pas très intéressant. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de minimalisme tant qu'on n'a pas passé l'étape du désencombrement. On se rend pas compte qu'on va en sortir autant de chez soi. C'est une démarche à laquelle il faut être prêt parce qu'on a, même une fois qu'on a pris des routines de désencombrement habituelles, on trouve toujours de quoi sortir. C'est incroyable. Ça pousse partout. Ça n'arrête jamais. Trop dans le vif du sujet, toi, tu t'es embarqué à un moment de ta vie, je sais pas, t'as regardé autour de chez toi, t'as dit, il faut que tout dégage, ou en tout cas beaucoup. Est-ce que c'était un mode tornade? Voilà, raconte un petit peu la genèse de ce désencombrement, en tout cas. J'ai vécu avec la fausse croyance pendant longtemps que je ne possédais pas de choses inutiles. Sauf que, il y a 4 ans, presque 5 ans, j'ai déménagé, je suis rentrée en France en pensant empaqueter le minimum syndical pour entrer. En étant persuadée que tout avait sa place, il y a plein de choses, je me suis rendu compte que c'était là et c'est resté emballé pendant quasi 1 an. Et je me dis, je déballerai quand j'aurai le temps. Je déballerai quand j'aurai le temps et puis voilà. Et puis du coup, il y avait des cartons, des trucs, entreposés à des endroits qui prenaient de la place, puisque dans un appartement, forcément, t'entreposes des trucs, t'es très vite encombré. Et j'y ai plus prêté attention pendant 1 an, et au bout d'1 an, j'ai commencé à me sentir vraiment ultra oppressée sans identifier spécialement la raison. Le lot des trucs avec lesquels je suis rentrée, il y avait un Fatboy énorme que mon ex m'avait offert. J'ai jamais su où le foutre. C'est-à-dire que du moment où il m'a été offert, il a été encombrant, ce truc. Et puis un matin où j'étais mal lunée, où je me sentais déjà super oppressée, je shoote dans ce truc-là. En fait, ça m'a tellement mis en colère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout encore là, ce truc? Et là, c'est un peu, tu sais, comme si t'as le voile qui tombe, et j'ai regardé autour de moi, et je me dis, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Puis 1 an, je suis rentrée pour me sentir bien, etc. Et puis en fait, je vis avec plein de trucs du passé. Et genre, il y a des cartons, ça faisait 1 an qu'ils étaient là, 1 an qu'ils n'ont pas été ouverts. Je les ai même pas ouverts. En fait, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Si je les ai pas ouverts pendant 1 an, ça dégage. Aucune idée de ce qu'il y avait dedans, hein. T'as même pas ouvert le truc. T'as fait, c'est fini. Oui. Je les ai pas ouverts pendant 1 an, tu vois. Il y a même pas eu besoin de zone tampon et de trucs comme ça pour me dire, oh, est-ce que je peux vivre sans? Peut-être oui, peut-être non. Que dalle, j'ai pas ouvert le bordel pendant 1 an. Il y avait pas de sujet, quoi. Ça dégage, point. Et à ce moment-là, j'avais acheté, avant de rentrer, Le bonheur est dans le peu. Je me dis, ça a l'air bien, je le lirai quand j'aurai le temps. Et puis je l'ai ouvert à ce moment-là, en fait. Je me suis dit, bon, on va y aller, on va faire, on va jouer le truc. Et puis là, mais mon Dieu, je pensais jamais de la vie que j'aurais à rapporter tant de trucs inutiles en pensant n'être rentrée qu'avec le minimum syndical. Je me suis rendu compte que j'avais un petit problème sur l'échelle d'évaluation du minimum syndical. Et ça, c'était le premier gros désencombrement. Alors le minimum syndical, c'est rigolo quand tu dis ça, parce qu'en plus, quand on se traîne des paquets depuis plusieurs années comme ça, oui, c'était peut-être le minimum syndical à un moment, mais moi je dis que nos besoins évoluent au fur et à mesure, mais en fait du coup notre minimum syndical, il évolue forcément. Il y a eu une évolution, ou est-ce que tu t'es juste voilé la face pendant 1 an? Non, je me suis voilé la face, mais pas que pendant 1 an, tu sais, pendant beaucoup plus longtemps que ça en réalité, parce que même dans les objets que j'avais décidé de déballer, parce que je considérais que ça faisait partie du minimum syndical, là-dedans il y avait plein de choses alors je m'en suis rendu compte après, que je gardais non pas par nécessité, mais parce que ça me confortait émotionnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos possessions qui ont un effet doudou, et c'est ok, il n'y a pas de mal, mais c'est important d'en avoir conscience, quoi. Et c'est ok d'avoir 1 ou 2 doudous, mais par contre, ça l'est pas quand c'est toute la maison qui a un doudou. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, ce coup de pied-là, et pas celui du mois d'avant, ou celui de 6 mois d'avant, a fait que là, t'as dit, ok, c'est bon? C'est un peu comme si c'était un processus. À partir du moment où j'ai commencé à me sentir oppressée, mais vraiment, j'étais vraiment mal lunée. Donc l'effet secondaire que ça a eu sur moi directement, c'est que j'étais vraiment mal lunée. Ça m'a énervé, exactement. Ça m'a énervé de dire, mais qu'est-ce que ça fout encore là, ce truc? Et vraiment de me rendre compte, c'est comme si ça m'avait fait mal, ça m'a mis en colère. Si tu veux, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, et je dis, bon, allez, maintenant, ça dégage. T'aurais pu de juste virer le Fatboy, t'aurais pu juste virer les cartons que t'as pas ouverts,
Mais du coup, tu t'es pas arrêté là. Comment t'es allé plus loin et jusqu'où t'es allé? Et on va déjà commencer par ça, puis après tu nous parleras un petit peu de bénéfices que tu as ressentis. Pourquoi je suis allée comment ça a dérapé? Le truc qu'il y a après le premier désencombrement, c'est alors autant ça peut être quelque chose parfois de difficile aussi, parce que tu te dis mais en fait je passe, il y a un truc un peu contre-productif quand tu dis mais je passe mon temps à travailler pour pouvoir me permettre de payer des trucs que je vais dégager sans même ouvrir la boîte. Et au début c'est assez inconfortable quand c'est la première fois que ça t'arrive. Ensuite ce qui se passe c'est qu'il y a l'effet secondaire qui fait que tu vois vachement plus clair chez toi. Et qu'à ce moment-là, tu dis, oh, mais je ne peux pas m'arrêter là parce que j'ai pas eu que ça comme effet secondaire. Si tu veux, j'ai aussi remarqué que j'arrivais à me concentrer mieux, plus rapidement. Et là, je me suis dit, waouh, il faut continuer. Il faut continuer. Et puis, au début, comme c'était la première fois, j'y suis allée pièce par pièce. Aujourd'hui, dans les périodes où je sens que j'ai du mal à me concentrer, je me dis, ok, on va faire une ronde de désencombrement. Parce que je sais que ça va m'aider à regagner en clarté mentale derrière. Surtout qu'à l'époque, j'étais pas encore diagnostiquée du TDAH et je ne comprenais pas le lien de cause à effet entre un espace épuré et la capacité de concentration. Mais j'ai ressenti qu'il y avait un truc qui se passait à ce niveau-là et c'est comme ça que j'ai continué à si tu veux, chaque fois que je finis un désencombrement, je pense que je suis la reine du minimalisme, hein. Je repasse 6 mois plus tard, il y a toujours des trucs à sortir. On a tous notre truc où quand on se lance dans le désencombrement et qu'on tend au minimalisme, il y a des effets secondaires qu'on soupçonne pas. Moi, c'est le temps que ça m'a redonné. Comment t'as fait le lien vraiment de cause à effet? En dégageant ce qui avait rien à faire là, enfin le gros de ce qui était visible en tout cas, ça je l'ai senti instantanément que c'était comme si c'était une pression qui s'était relâchée juste en entrant chez moi. Et alors, j'ai vu aussi un impact sur la qualité de mon sommeil, par exemple. Je pense l'espace le plus épuré de mon chez-moi, c'est ma chambre à coucher. Et c'est vraiment une pièce où il n'y a rien de non nécessaire. Donc, je dormais mieux, je me sentais reposée juste en ouvrant la porte de chez moi, ce qui n'était pas le cas avant parce que le fait de gagner en clarté mentale, en capacité mentale, je me suis rendu compte que ça me permettait de mieux me concentrer, logiquement en fait, sur les autres choses, sur les points importants auxquels j'avais besoin de réfléchir. C'était si tu veux, l'effet secondaire était assez direct en réalité pour que je puisse faire un lien tout de suite. Et c'est ce qui m'a donné simplement envie de continuer parce que c'est vrai qu'une fois que tu arrives au stade où il peut pas y avoir de bordel parce que chaque chose a une place. Et que en appliquant quelques règles assez simples, surtout quand tu as tendance à être bordélique, comme je le suis, tu sais que même si là maintenant c'est le bordel, en fait tu peux décider que dans un quart d'heure c'est rangé. Et ça, je trouve ça très sécurisant aussi. Mais j'ai vu l'effet direct. En réalité, c'est pour ça que j'ai continué. Je sois sûre dans la chronologie, tu as été diagnostiquée de ton trouble de l'attention après avoir balancé tes cartons et tout fait de boy. Non, la même année en fait. Mais j'avais déjà pété ma coche et tout balancé avant. Ouais. Moi, j'avais une question pour les gens qui nous écoutent et qui eux, sont déjà diagnostiqués. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui pense que justement ça va être très compliqué de désencombrer quand on a ce trouble de l'attention? Déjà, ça va dépendre de la force du trouble. Ça va dépendre à quel point on est impacté. Et je crois que dire qu'on peut pas ou avoir peur, dire qu'on peut pas le faire parce que on a un trouble de l'attention, je pense que c'est surtout de la peur. Parce que quand on a un TDAH, notre pire ennemi, c'est l'impulsivité et la gestion de la frustration. Alors, l'impulsivité, ça veut dire, je bazarde tout, un peu comme ce qui m'est arrivé quand j'ai dit, de toute façon, ça fait 1 an que c'est là, j'ouvre pas. Ça se trouve, il y avait peut-être des trucs importants, j'en sais rien. Mais le fait est que là, c'était trop, ça dégage, terminé mon soir. Et que, effectivement, l'impulsivité, ça peut, si elle est mal gérée, ça peut avoir des conséquences. Et ensuite, la gestion de la frustration, parce que si tu as désencombré aujourd'hui et que tu as ton intérieur nickel, mais que tu as peut-être désencombré trop loin, tu vas peut-être avoir tendance à faire rentrer à nouveau beaucoup plus d'objets. Et qu'à ce moment-là, tu te retrouves dans une spirale où tu dis, mais je peux désencombrer comme je veux, et ça va toujours continuer à rentrer. Donc, vu de ma fenêtre,
Ce qui peut être un frein ou risqué avec le désencombrement quand on a un TDAH, ça va être de gérer ces 2 points-là. Or, avec quelques règles plutôt simples ou du moins pas trop compliquées, ça va dépendre de la force du trouble de chacun. Chacun fait du mieux qu'il peut, évidemment. Il y a des façons de pouvoir gérer ça, donc l'impulsivité et la gestion de la frustration. Par exemple, pour éviter de désencombrer sur un coup de tête et de vider son chez-soi, ce qui peut aider et être important, c'est vraiment de prendre le temps de pas aller trop vite. C'est-à-dire d'accepter que c'est un processus et que chez soi, ça va pas être désencombré et ou minimaliste du jour au lendemain. C'est aussi d'accepter son histoire et d'accepter simplement ce qui a fait que son chez-soi, aujourd'hui, devienne ce qu'il est. Et ça, c'est tout à fait OK. De prendre aussi le temps d'écouter ce que chaque objet a comme signification pour nous, à savoir, est-ce qu'il a une utilité fonctionnelle? Oui, non. Mais est-ce qu'il a aussi une utilité émotionnelle? Oui ou non. C'est simplement d'accepter cette chose-là et de se dire qu'on ne sera pas parfait du jour au lendemain. C'est quand on a tendance à trop en virer et à ne pas sortir les choses de chez soi de façon consciente qu'on va générer de la frustration. Et si on génère de la frustration, c'est là que c'est dangereux pour une personne avec un trouble de l'attention. C'est là que tu vas te retrouver à sortir ta carte bleue pour tout et n'importe quoi, pour des choses que tu vas regretter d'avoir achetées aussitôt que ton compte sera débité. Et c'est ça qui va être dangereux. C'est aussi d'accepter de se connecter à l'émotionnel, en fait. Donc vraiment te dire, est-ce que cet objet, pour moi, c'est plus pour les vêtements que je le fais, plus que pour les objets, de me dire, est-ce que ce vêtement, qu'il soit vieux ou pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui va avec ça? S'il fait vibrer quelque chose émotionnellement en moi et qui me va, ok, je le garde. En revanche, si c'est pas le cas, je vais même plus l'acheter parce que je sais qu'il va très vite m'encombrer. Pour gérer la frustration, alors ça marche pour moi, je diffère systématiquement mes achats. Ça, c'est un peu le problème du TDAH, il n'y a pas vraiment de zone de gris entre les deux, tu vois. J'adore ou je déteste, et si j'aime vraiment beaucoup quelque chose, je vais laisser passer une semaine. Je vais pas l'acheter directement. Si la semaine suivante, il a toujours une utilité et que je l'adore toujours autant, c'est probable que je considère sérieusement l'hypothèse de l'acheter. Si c'est passé, je vais pas le faire. Tu parlais des émotions, on en a parlé toutes les deux quand on a préparé l'épisode. Pour les gens qui suivent le podcast, il y a 2 grandes familles de techniques de tri. Il y a la méthode des émotions, qui est la méthode Marie Kondo. Donc c'est ce que tu as dit, c'est prendre quelque chose et elle le dit, hein, vraiment, vous lui faites un câlin, votre pull, vous faites un câlin, votre livre, enfin vraiment vous le touchez, vous le reniflez, vous faites tout ce que vous voulez. Il faut faire appel à tous ses sens et voir ce que ça procure. Et si ça procure une émotion positive, on garde. Si ça procure aucune émotion, une émotion négative, on garde pas. Donc ça, c'est la méthode Marie Kondo, que moi personnellement je trouve difficile parce que je peux trouver des émotions à peu près dans tout si je réfléchis bien. Maintenant non, mais alors avant j'étais très forte pour mentir et du coup c'est pour ça moi je fais la technique des critères parce que je ne me fais pas confiance, je ne me faisais pas confiance en tout cas, où c'est des listes où voilà, je vais garder tout ce qui est en bon état, facile à laver, pas besoin de si je parle des vêtements, pas besoin de trier le beurre et les couleurs. Comment on fait pour gérer ça, quoi? Parce qu'elle est bien cette technique des émotions dans l'idée, mais je pense qu'il y a des limites pour certaines personnes, non? Alors, on peut vite se mentir à soi-même dans le sens où ce qui est dangereux avec les émotions, c'est la nostalgie. Émotionnellement, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien maintenant. Si ça éveille de la nostalgie en moi, c'est que c'est un doudou. Mais ce qui est important, c'est de pas se mentir à soi-même, en fait, et d'en être conscient et de dire, bon, je suis dans une phase où, garder ce truc-là, c'est un doudou, c'est de la nostalgie du passé, mais pour l'instant, ça m'aide à me construire une sécurité intérieure. Quand je serai suffisamment autonome émotionnellement, je pourrais accepter de m'en délester. Mais émotionnellement, ce qui est important, c'est ce qui nous fait nous sentir bien dans le moment présent. Si ça me rappelle ma grand-mère qui me faisait des gaufres quand j'avais 5 ans et demi et que du coup je me sens obligée de garder, je sais pas moi, toutes les babioles qu'elle avait dans son étagère parce que c'est pourquoi pas? Mais le fait est que ça nous rattache au passé et que ça nous empêche de nous construire maintenant avec qui nous sommes maintenant. Ça va faire plaisir
à l'enfant qu'on était quand on avait, je sais pas, 5 ans, 10 ans, qu'importe. Mais c'est comme si ça venait garder cet attachement au passé. C'est comme si cet objet avait la mission de nourrir un de nos besoins émotionnels carencés. Or, l'idée, c'est d'apprendre à répondre nous-mêmes à nos besoins émotionnels. Et que on peut avoir un objet doudou, ou peut-être deux. Si on en est conscient, pourquoi pas? Ok, c'est un souvenir. En revanche, et si quand on regarde autour de soi, toute la maison est un doudou, non, l'idée c'est vraiment d'aller plus loin et de s'autoriser à nommer ce qu'on ressent et pourquoi c'est important et pourquoi on pense qu'on ne pourra pas vivre sans cet objet-là. Parce que c'est vrai que ce qu'on entend, l'excuse qu'on va avoir souvent, ou qu'on va souvent entendre, c'est mais je le garde au cas où. Mais au cas où quoi, les gars? Surtout quand on y va de l'effet nostalgie, l'utilité de cet objet-là est terminée, du moins pour nous. S'il n'est ni fonctionnel et qu'il ne nous fait pas nous sentir bien dans la vie que nous avons aujourd'hui, à quoi il sert? On le garde au cas où quoi? Vocation à rester chez nous, quoi. Mamie ne reviendra plus nous faire des crêpes. Il faut se le mettre en tête. Et prends la recette des crêpes, ce sera plus utile que de garder ces bibelots. Mais en fait, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. On place notre attention sur la mauvaise chose. C'est un exemple complètement fictif du coup, mais tout à fait pertinent. Plutôt que de placer son attention sur la transmission de la recette de crêpes familiale, on va placer l'attention sur un objet qui ne signifie rien. Si je reviens un petit peu sur TDAH, parce que moi je le sens sans souffrir de ça, je sens que moins il y en a autour de moi, plus mon baisse et plus je peux me poser. Comment on explique que moins de choses, ça t'aide à te concentrer? En réalité, c'est que le cerveau, il perçoit juste des informations, même si au bout d'un moment, tu t'habitues à ton bordel et qu'au bout d'un moment, tu ne le vois plus, le fait est que ton cerveau, il le perçoit quand même si toi, t'en es pas conscient. Et tu continues, c'est comme si tu avais un navigateur ouvert avec 10 000 onglets et qui sont là en permanence. Et c'est comme si en trame de fond, t'avais ces 10 000 onglets qui continuaient à tourner tout le temps, bien que toi, du coup, tu ne les vois plus du tout parce que t'as assimilé le bordel que t'as autour de toi et que ça continue à te bouffer de la capa mentale sans que tu le saches. Et ça va contribuer à cet effet de brouillard mental, sans vraiment que tu identifies pourquoi. Ça, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est comme le téléphone qui a ralenti parce que tu as ouvert toutes tes applications et tu les as jamais fermées, quoi. Exactement. Exactement. Et humainement, ça peut se traduire, par exemple, chez moi, c'était un sentiment d'oppression. Alors que c'était le bordel autour de moi, je ne le voyais pas et je ne comprenais pas ce qui se passait. En revanche, du jour au lendemain, quand j'ai compris, parce que on sait pas ce qui s'est passé, mais les fils se sont touchés, et que j'ai tout dégagé, à ce moment-là, j'ai vu tout de suite, waouh, j'ai regagné en bande passante instantanément. Donc ça peut se traduire d'un individu à l'autre, ça va varier, mais ça peut se traduire par des choses comme ça, par exemple. Quelqu'un avec un TDAH, alors je m'exprime en mon nom parce que quelqu'un d'autre te dira peut-être autre chose, mais c'est pas par confort, c'est par nécessité en fait. Parce que sinon, moi je suis le genre de personne qui a déjà retrouvé le Swiffer dans mon frigo. C'est pas du confort, c'est de la nécessité. Une personne avec un TDAH, quelque chose qui est très important pour elle, c'est l'autonomie. Et que quand tu comprends le TDAH et quand tu comprends quels sont tes défis personnels pour pouvoir te réaliser dans la vie telle qu'elle est, tu comprends que au mieux tu es capable d'autonomie et de te simplifier la vie. Au mieux, tu as des chances de pouvoir fonctionner de façon optimale dans la société qui est la nôtre aujourd'hui et qui n'est clairement pas faite pour les cerveaux neuroatypiques. Nous, on a vu la différence donc avec mon troisième, là maintenant, qui a 12 ans et qui a été diagnostiqué autiste il y a 3 ans, après 8 ans de galère. 8 ans, oui, c'est un peu long. Il est assez anxieux. Et quand ça commence à monter, et puis ça peut déclencher les crises, donc on fait attention à ça. Quand je vois qu'il commence à rentrer dans le rouge, s'il n'arrive pas à se réguler tout seul, je me débrouille, j'attends qu'il soit pas là et je range complètement sa chambre. Le bien que ça lui fait quand il rentre, mais ça le fait, tu vois ça règle pas tout, hein, mais tu sens que ça fait baisser la température. Et il le dit lui-même à chaque fois. Et ça lui fait un bien de fou. Et ça lui permet de se calmer en fin de journée, quoi. Ça, c'est incroyable. Ça me surprend pas, en fait, parce que avoir un cerveau neuroatypique, c'est être conscient de tout le temps, et c'est voir tout le temps.
et des détails qui vont passer inaperçus chez un cerveau neurotypique. En réalité, un neuroatypique, il va le percevoir, même s'il se rend pas nécessairement compte en direct, il va le percevoir et ce trop-plein d'informations va très vite avoir un effet anxiogène sur lui. Et que c'est un peu ce que je t'expliquais, que dès que j'ai du mal à me concentrer, que je sens que ça va pas, je repars sur une ronde de désencombrement parce que je sais que je vais récupérer de la clarté mentale après. Et c'est chouette d'ailleurs que tu aies identifié avec ton fils cet effet-là, parce que en psychoéducation, lui, d'en avoir conscience en grandissant, ça va l'aider aussi à pouvoir réguler ses symptômes quand ça va pas. Et ça, c'est super important pour les neuroatypiques. On est déjà pas mal d'enregistrements. Je pense qu'on pourrait faire 30 000 épisodes là-dessus. Tu m'as laissé des images là, avec cette bande passante et ces onglets ouverts qui vont beaucoup, en tout cas moi, m'aider à comprendre un peu plus, mon fils, et puis deux, les gens qui me contactent sur ce genre de choses. Je leur dirais d'aller directement sur ton podcast. Maintenant, j'ai une réponse à leur donner. Ce sera puissant de dire, écoute, je n'ai aucune réponse. Tu vas écouter Sandra. Et puis, tu verras avec elle. Parce que moi, je peux te dire comment faire des zones de tri, mais c'est à peu près tout. C'est la limite. Mais tu sais, pour quelqu'un avec un TDAH, c'est déjà beaucoup quand quelqu'un est là pour leur apprendre comment faire des zones de tri. J'aurais aimé avoir quelqu'un à l'époque, plutôt que de me débrouiller toute seule. Je pense que ça m'aurait fait du bien d'avoir quelqu'un qui me l'enseigne. Et ça peut paraître rien de définir des zones de tri, mais en fait c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup la méthodologie est importante pour les gens comme nous. Du coup, avant qu'on parte, avant que les gens partent écouter ton podcast à toi, quel message tu t'aurais envie de donner à quelqu'un justement qui se sent oppressé de sa maison, qui souffre peut-être d'anxiété, TDAH ou non d'ailleurs, quel message tu pourrais leur donner ils ont l'impression que ça va être quand même beaucoup, quoi? Ayez pas peur de commencer. Portez pas de jugement sur vous-même ou sur ce que vous êtes ou sur ce que vous devriez être. Portez pas de jugement là-dessus et commencez de là où vous êtes, en fait. Acceptez que vous partez de là où vous partez et que c'est un cheminement. En réalité, ça sera pas parfait demain, parce qu'en réalité, c'est parfait chez personne. Mais acceptez juste ça, parce que ça fait partie de vous. Votre chez vous et ce que vous y stockez, ça fait partie de notre histoire. Et c'est ok de l'accepter. Et en désencombrant, le plus compliqué, c'est d'accepter qu'il y a des parties de son histoire qui nous ont peut-être aidés à un moment donné, mais qui aujourd'hui n'ont plus nécessairement d'utilité dans notre vie. Et c'est ok. C'est simplement d'accepter ça, et que c'est aussi une façon d'aller chercher en soi les ressources intérieures vers notre propre autonomie. Ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est aussi ok de se faire aider. Et toi, justement, tu peux aider les gens comme ça? Quelqu'un qui est très anxieux, quelqu'un qui est très anxieux, du coup, est-ce que toi, tu peux l'aider? Oui, quelqu'un d'anxieux, évidemment. J'ai toujours été super anxieuse, et ça fait 8 ans que j'accompagne des gens qui souffrent d'anxiété. Parce que bon, bien évidemment, il y a mon podcast Mission Anxiété Zéro, mais il y a aussi mon programme d'accompagnement Mission Anxiété Zéro, l'antidote. Mais avant d'en arriver là, je sais que l'écueil des gens qui sont très anxieux, ils ont ce truc, je l'ai eu aussi, je jette la pierre à personne, c'est de vouloir s'en sortir seul. Et c'est pour ça que j'ai partagé en fait mon patch Anxiété Zéro, que j'avais conçu pour moi à la base, et que quand je me sens anxieuse aujourd'hui, je l'utilise encore. Dans le patch Anxiété Zéro, il y a tous les mécanismes de gestion de la crise d'anxiété. Donc tout est expliqué, tout est détaillé là-dedans. Et je pense que les personnes, clairement, qui ont déjà consulté ou qui se sont déjà fait aider, pourraient s'en sortir très bien toutes seules avec le patch Anxiété Zéro. En revanche, la personne qui ose pas faire la démarche de demander de l'aide ou quoi, ça peut aussi être une bonne première amorce d'essayer, et soit de se rendre compte qu'elle a besoin de se faire aider, que ce soit par moi ou n'importe qui d'autre. Ce qui est important, c'est de trouver la personne qui nous convienne, ou de pouvoir au moins permettre d'essayer seul et de comprendre peut-être, parce que on a parfois besoin d'intellectualiser les choses aussi, et c'est ok. Mais je pense vraiment le patch Anxiété Zéro est quelque chose de très utile pour apprendre à gérer son anxiété. Et si on a envie de voir tout ça, où est-ce qu'on te retrouve, si on a envie de te poser plein de questions? Oui, si on a des questions à me poser, on peut me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Je te laisserai les adresses, et c'est également là qu'on peut télécharger le patch Anxiété Zéro. Donc ça, c'est plutôt sous le podcast. Avec joie, je répondrai aux questions des personnes qui souhaitent avoir des approfondissements
sur l'un ou l'autre aspect de la gestion de l'anxiété. Super. Merci beaucoup Sandra, c'était vraiment un plaisir, c'est passé tellement vite. Merci beaucoup Sandra. Mais avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez rentrer en contact avec Sandra, écoutez son podcast ou télécharger gratuitement son patch anti-anxiété, tout est en description. Et si vous voulez en savoir plus pour rentrer en contact avec moi ou sur mon programme d'accompagnement, c'est également en description. Merci de prendre quelques secondes pour mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur le podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière de me soutenir dans la production de ce podcast. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.